On se penche aujourd'hui sur une semaine de janvier 2026. Une semaine qui ressemble presque à un scénario de film. C'est le moins qu'on puisse dire. Imaginez un peu le tableau. D'un côté, une opération commando américaine au Venezuela. Ça met le feu aux marchés mondiaux. De l'autre, des annonces technologiques qui nous font basculer, disons, dans la science-fiction. Et pendant que toute la planète retient son souffle, ici, au Bénin, un autre enjeu majeur se joue. Des élections. Des élections décisives. Tout à fait. Notre mission aujourd'hui, c'est de démêler un peu cet écheveau, de comprendre comment une crise à Caracas peut avoir un impact, un vrai, sur le portefeuille d'un habitant de Cotonou. C'est exactement ça. On parle de plus en plus de ce concept de polycrise. Ce n'est pas un simple mot à la mode. C'est notre nouvelle réalité. La polycrise. Oui, c'est quand plusieurs crises politiques, économiques, technologiques se déclenchent en même temps. Et elles s'alimentent les unes les autres. La question, ce n'est plus de savoir comment éviter la prochaine tempête, mais plutôt comment on navigue quand toutes les tempêtes arrivent en même temps. D'accord. Et on va voir que face à ce chaos, des stratégies se mettent en place, à grande échelle, comme la Banque centrale, mais aussi au niveau de chaque entreprise et de chaque citoyen. Alors commençons par le début. L'étincelle qui a tout déclenché. On est les 4 et 5 janvier. Et la nouvelle tombe, elle est sidérante. Oui, Les forces spéciales américaines viennent de capturer le président vénézuélien Nicolás Maduro. L'effet est immédiat sur les marchés de l'énergie. Le pétrole, le sang de l'économie mondiale, se met à tousser. c'est le mot. Le baril de Brent s'agite, il se stabilise autour de 63 $, mais tout le monde sent que la situation est explosive. Alors la question, elle est simple. Pourquoi est-ce qu'une opération militaire à des milliers de kilomètres devrait nous empêcher de dormir à Cotonou? Parce que cette nervosité, en fait, on la pète directement à la pompe. C'est aussi simple que ça. Ah oui. Le Bénin importe la quasi-totalité de son carburant, donc quand le prix du baril sur le marché international devient instable et grimpe, eh bien, quelques semaines plus tard, mécaniquement, le prix du litre d'essence ou de gasoil augmente ici. C'est direct. C'est une onde de choc qui se propage partout. Pour la famille qui utilise sa voiture ou son Zémidjan pour aller travailler, le budget transport explose. Pour l'artisan qui dépend de son groupe électrogène, ses coûts de production s'envolent. C'est une sorte de taxe invisible sur toute l'économie. Et ce n'est que le début des problèmes. Pendant que le pétrole s'enflamme, une autre guerre, bien plus discrète, se joue. Celle des monnaies. On a vu le dollar américain perdre du terrain face à l'euro en quelques jours à peine. Oui, les chiffres étaient clairs. On est passé d'1 euro à 1,172 $ à 1,173. Ça peut sembler technique, mais pour nous qui utilisons le franc CFA, qui est arrimé à l'euro, qu'est-ce que ça change concrètement? Ça change énormément de choses. C'est une arme à double tranchant, si vous voulez. C'est-à-dire? D'un côté, un euro plus fort face au dollar, ça peut être une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que beaucoup de produits qu'on importe, comme le pétrole justement ou l'électronique, sont payés en dollars. Si notre monnaie, via l'euro, est plus forte, ces importations nous coûtent un peu moins cher. Ça, c'est le bon côté. D'accord. Et le mauvais? Le revers, ce sont nos exportations. Quand on vend notre coton, notre anacarde, si l'acheteur paye en dollars, notre produit devient tout à coup plus cher pour lui. On risque donc d'être moins compétitif. De vendre moins. C'est un équilibre qui est très délicat. Ok. Crise politique, crise énergétique, crise monétaire. Dans ce genre de panique généralisée, où va l'argent? J'imagine que les investisseurs ne restent pas les bras croisés. Non, bien sûr que non. Le réflexe est presque préhistorique, il n'a pas changé. Quand on a peur, on cherche un abri. Une valeur refuge. Exactement. Et en finance, cet abri, cette valeur refuge, c'est l'or. Et cette semaine-là, le phénomène a été spectaculaire. Le cours de l'or a commencé à grimper en flèche. Ce qui est fascinant, c'est qu'on aurait pu penser qu'aujourd'hui, d'autres actifs, certaines crypto-monnaies peut-être, Aurait pu jouer ce rôle. oui, mais non. En cas de crise géopolitique majeure, c'est le vieux métal jaune qui rassure tout le monde. Certains analystes ont même commencé à parler de trajectoire vers 4 000 ou 5 000 $ l'once. L'or, c'est le baromètre de la peur mondiale. Et comme si le tableau n'était pas assez chargé, une troisième couche s'ajoute. Et elle vient du futur, ou presque. On a eu des annonces de percées en informatique quantique, et surtout, sur ce qu'on appelle l'intelligence artificielle agentique. Oui, un terme un peu barbare. En gros, des IA capables d'agir toutes seules, sans ordre direct. Ça sonne très science-fiction, mais est-ce que c'est une menace réelle pour une entreprise au Bénin? Absolument, ce n'est plus de la science-fiction, c'est un nouveau risque stratégique. Il ne faut pas penser que c'est un problème pour Wall Street ou la Silicon Valley. Non. Non.
Imaginez une seconde qu'une de ces IA autonomes, qu'elle soit malveillante ou qu'elle ait un objectif qui entre en conflit avec le nôtre, décide de s'attaquer à la logistique du port de Cotonou. Ah oui, là c'est concret. Elle pourrait, de manière autonome, créer le chaos dans les plannings des conteneurs, falsifier des documents de douane, paralyser les grues. Les conséquences seraient directes, massives, pour tout le pays. La nature de la menace a changé. On ne se bat plus contre un hacker dans son garage, mais potentiellement contre une intelligence non humaine. Le tableau est sombre. Face à cette tempête parfaite qui vient de l'extérieur, est-ce que l'Afrique de l'Ouest subit sans rien faire? Quelles sont nos défenses? Heureusement, non. On ne reste pas les bras croisés. C'est là qu'entre en scène notre bouclier financier régional, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, la BCEAO. Et elle a agi vite et fort. Elle n'y est pas allée de main morte. Le 5 janvier, face à la panique, elle a pris une décision radicale. Injecter 8050 milliards de francs CFA de liquidités sur le marché. C'est une somme colossale. Alors, injecter de l'argent, ça sonne un peu abstrait. Qu'est-ce que ça veut dire pour le commun des mortels? On imprime des billets? Non, pas du tout. L'image la plus simple, c'est celle d'un circuit d'eau. L'économie, c'est un peu ça. D'accord. Quand il y a une crise, c'est comme une sécheresse. Tout le monde a peur, les banques arrêtent de prêter, les entreprises d'investir, le circuit s'assèche. Le moteur risque de caler. En injectant ces milliards, la BCEAO ouvre en grand un robinet. Elle remet de l'eau dans le circuit. Voilà, elle prête cet argent aux banques commerciales à un taux très bas pour qu'elles-mêmes continuent de faire leur travail. Prêter aux PME, prêter aux familles pour qu'elles consomment. C'est une mesure préventive pour éviter la paralysie. D'accord. Donc d'un côté, on ouvre les vannes pour que l'argent circule. Mais au même moment, j'ai vu que les ministres des Finances de l'Union se sont engagés à plus de discipline. À réduire le déficit budgétaire à 3,3% du PIB. Inonder le marché d'argent tout en serrant la ceinture. Ce n'est pas un peu contradictoire? C'est une excellente question. Et ça touche au cœur de la stratégie. Ça peut paraître contradictoire, mais en réalité, ce sont les deux faces de la même pièce. La confiance. La confiance, oui. L'injection de liquidité, c'est pour rassurer les acteurs économiques à l'intérieur de la zone. Le message, c'est « n'ayez pas peur, l'argent est là, continuez à travailler ». La discipline budgétaire, c'est pour rassurer les investisseurs à l'extérieur. Le message, c'est « même dans la tempête, nous tenons la barre, nous sommes sérieux ». On a besoin des deux en fait. On a absolument besoin des deux. La souplesse à court terme et la crédibilité à long terme. C'est tout l'enjeu. Revenons maintenant ici au Bénin. Car au milieu de ce cyclone mondial, le pays vit sa propre zone de turbulence. Les élections législatives et communales du 11 janvier. L'ambiance est forcément tendue. Comment cette situation politique interagit avec la crise mondiale? Elle agit comme un amplificateur d'incertitude. Pour le monde des affaires, une période électorale, c'est toujours un moment de pause. On attend de voir. C'est un réflexe humain. Avant de lancer un nouveau produit, d'embaucher ou d'acheter une machine, un chef d'entreprise veut savoir qui sera aux commandes, quelle sera la nouvelle politique fiscale, est-ce que les contrats seront maintenus? Donc oui, beaucoup de décisions d'investissement sont mises en attente. Et pour ne rien arranger, des tensions diplomatiques assez vives avec le Niger. Expulsion d'ambassadeurs, on a l'impression que ce sont des histoires de politique, mais j'imagine que les conséquences, elles, sont bien réelles. Énorme et immédiate. Quand on parle de camions ralentis à la frontière, c'est une formule très diplomatique. C'est un euphémisme. Oui, pour le commerçant qui a rempli son camion de tomates à Malanville pour les vendre à Niamey, ralenti, ça veut dire que sa marchandise est en train de pourrir au soleil. C'est une perte sèche. Pour l'importateur qui attend une pièce détachée, bloquée, ça veut dire sa chaîne de production à l'arrêt. Multipliez ça par des centaines de camions chaque jour et vous avez un véritable étranglement économique. Il y a quelque chose de paradoxal. Pendant que le privé est sur le frein, on voit que les grands chantiers de l'État, eux, continuent. Les routes, les projets d'assainissement, rien ne s'arrête. Qu'est-ce que ça nous dit, Evelyne? Ça nous dit quelque chose de fondamental sur la stratégie du pays. Ça montre une volonté de décorréler le temps long du développement, du temps court de la politique. Le message est clair. Peu importe l'agitation électorale, la vision de transformation du pays, elle, continue. Pour un investisseur étranger qui hésite, voir que les tractopelles continuent de travailler, c'est un signal de stabilité extrêmement puissant. Ça prouve que le cap est maintenu. Avec tout ça, la grande question, comment la bourse a réagi?
C'est souvent le meilleur thermomètre de la confiance. J'imagine que ça a dû être un carnage. Effectivement, baissé sur la semaine. D'environ 0,73%. Donc une baisse. Oui, c'est l'attentisme dont on parlait. Les investisseurs prennent quelques bénéfices, ils réduisent le risque en attendant d'y voir plus clair. C'est une réaction classique, presque scolaire. Mais j'ai l'impression que vous n'avez pas tout dit. Il y a un mais, et il est énorme. Si on gratte un peu sous la surface de cette baisse générale, on découvre un détail fascinant et totalement contre-intuitif. Le 7 janvier, en plein cœur de la tempête, un secteur ne seulement n'a pas baissé, mais a progressé de 2,44% en une seule journée. Ah oui, lequel ? Le secteur industriel. Attendez, c'est incroyable. Au milieu du tohu politique, de la peur économique, le secteur qui représente les usines, la production réelle, est celui qui monte. Comment c'est possible ? C'est le signal le plus important de la semaine. Ça veut dire que les investisseurs font une distinction très nette entre deux choses. D'un côté, il y a le bruit, l'incertitude politique à court terme. Et de l'autre, la musique, la stratégie économique de fond du pays. Je vois. En pariant sur le secteur industriel, ils disent « Peu importe qui gagne les élections, nous croyons toujours à la capacité du Bénin à transformer son coton, à produire, à exporter. » C'est un vote de confiance massif dans l'économie réelle, dans des projets comme la zone industrielle de Glodjikbe. C'est la preuve qu'ils parient sur le long terme. Donc, si on résume cette semaine de folie, on a un choc mondial violent, une riposte régionale musclée pour protéger l'économie, et un test démocratique local qui se déroule dans un contexte ultra tendu, mais qui révèle une confiance de fond dans la trajectoire du pays. Exactement. Cette semaine est une formidable leçon sur le monde de 2026. La stabilité d'hier est une illusion. La seule vraie compétence, que ce soit pour un État ou une entreprise, c'est l'agilité. La capacité à s'adapter. À analyser une situation complexe très vite, à prendre des décisions et à s'adapter. Le monde est devenu un fleuve avec des rapides. Il ne sert plus à rien de vouloir construire un barrage. Il faut apprendre à piloter son kayak. Cette capacité d'adaptation semble donc être la conclusion principale. Mais si on prend un peu de recul, au-delà des États, des grandes institutions, qu'est-ce que cela signifie pour nous au quotidien ? Ça soulève une dernière question, peut-être la plus importante. On a vu le rôle des gouvernements, des banques centrales. Ils sont là pour nous protéger. Mais la vraie interrogation pour l'avenir n'est plus de savoir si une nouvelle crise arrivera. C'est une certitude, elle arrivera. Mais plutôt, la question est plutôt de se demander, au-delà de ces boucliers collectifs, comment chacun d'entre nous, à son échelle, dans son métier, dans sa famille, peut-il construire sa propre résilience ? Quelle est notre stratégie personnelle pour faire face à un monde qui, décidément, n'a pas fini de nous surprendre ? Mesdames et messieurs, nous voici à la fin de ce podcast. Je vous remercie pour votre aimable attention. Je m'appelle Admi Plucieux, je suis auditeur comptable et financier et également analyste économique. Je vous produis chaque semaine du contenu autour de l'actualité finance dans le cercle UEMOA et surtout au Bénin. Je vous invite à liker, partager, commenter et surtout vous abonner. Ce podcast est alimenté par Notebook LM. N'hésitez pas à me faire des retours sur la qualité du contenu proposé. Je vous invite à cliquer sur le lien dans ma bio ou dans les commentaires pour voir l'intégralité de mon article disponible sur Medium et sur LinkedIn. Je vous remercie et à la semaine prochaine.